Bon après-midi, deuxième partie. Je vais vous parler au nom de l'association Vendraison et l'objectif de l'exposé est de vous expliquer le mieux possible la position et l'attitude et les actions des citoyens, le mot est important, qui sont potentiellement ou réellement des riverains de projets ou de réalisation de parcs éoliens. Alors, il y a une connotation politique que je vais dire tout de suite et qui, je ne répéterai pas après, c'est que ces personnes font partie essentiellement de la ruralité par rapport aux habitants urbains. Et il faut savoir que, et nous le savons tous d'ailleurs, que parmi les électeurs aux élections, donc les gens qui élisent le pouvoir, les personnels politiques, les ruraux représentent à peu près maintenant, et c'est comme ça dans presque toute l'Europe, représentent moins de 35%, c'est-à-dire environ un tiers. Le deuxième tiers sont des urbains. Et il ne faut pas vous faire un dessin pour que l'on réalise que la perception que les urbains ont de la question du déploiement de l'énergie éolienne onshore, ce déploiement est complètement différent de la perception des ruraux. Ce point est établi, donc le facteur 1 tiers, 2 tiers sur les électeurs. Après ça, on ne parlera plus de politique, en tout cas pas directement. Vendraison, un minimum de présentation, a été créé en 2008 par Guido van Veldhoven, qui était professeur à l'école militaire, et qui a réalisé qu'il entendait parler autour de lui, il habite près de Namur, des premiers projets de développement éolien et de la, j'emploie un mot qui peut paraître un peu sentimental, mais qui correspond à la réalité. Il a réalisé la détresse des personnes qui habitaient dans les villages et qui, tout à coup, se trouvaient en face de projets industriels de très grande ampleur et qui impactaient de manière fondamentale leur environnement vital. Donc il a créé cette petite plateforme au départ avec l'objectif d'aider, de conseiller, d'assister, ce qu'il a fait remarquablement bien. Le temps a passé et en 2018, c'est-à-dire 10 ans plus tard, l'activité de Vendraison s'étant développée, on a créé une ASBL. Cette ASBL a été immédiatement, étant donné les circonstances, avait pu être créée à la fois avec je dirais, une jambe du côté francophone et une jambe du côté néerlandophone. C'est intéressant de voir qu'en Belgique, ce n'est pas courant que les choses convergent vers une forme d'unité d'action de la part des citoyens. Les actions, en gros, ce que fait Vendraison, c'est en dehors de et à côté de ces activités de conseil, d'aide, d'assistance de toutes les manières possibles, elle a de plus en plus, maintenant, de même très significative, nous agissons au niveau des autorités de l'Union européenne, les autorités fédérales, les autorités régionales et les autorités communales. Et c'est important de le signaler, c'est une activité complètement apolitique au sens qu'elle n'appartient ou n'est liée à aucun parti politique, et aussi, il vaut la peine d'être noté que toutes les personnes qui travaillent, toutes sans exception, sont tous des volontaires. Alors, que pense le citoyen riverain ou qui voit les choses dans sa région ou dans son environnement? C'est la position dans laquelle je suis maintenant. Alors il y a plusieurs des points qui vont suivre, qui ont déjà été traités
par les spécialistes de haut niveau que nous avons entendus. Mais maintenant, retournez-vous et regardez les mêmes questions vues du point de vue de ceux qui voient arriver les parcs éoliens. La première chose que de l'extérieur des riverains, c'est l'idée que les gens qui ne sont pas d'accord ou qui auraient des difficultés avec le déploiement de l'éolien dans leur environnement, que ces gens ne sont pas des gens normaux, ce ne sont pas des gens bien, ce sont des gens qui ne comprennent rien à la modernité, ce sont des gens qui n'ont pas compris que l'urgence climatique était une réalité, ce sont des gens qui ne pensent pas à leurs enfants et leurs petits-enfants, ce sont des gens qui sont égoïstes et qui donc ne savent pas ou ne veulent pas partager ce qui fait leur environnement à eux au profit du bien public. Nous reviendrons sur cette notion de bien public. Ça, c'est l'image que donnent les personnes qui ne sont pas immédiatement en phase avec le déploiement de l'éolien. Et il y a eu un beau mot pour un acronyme, si vous voulez, qui est l'acronyme de NIMBY, qui a été utilisé, je l'ai vu dans une de vos slides. NIMBY, ça veut dire Not in my backyard, pas dans mon jardin. Donc faites ce que vous voulez, mais allez le faire ailleurs. Et c'est une façon de disqualifier évidemment les personnes qui posent des questions par rapport à ce développement. Et ça a été utilisé, cet acronyme de NIMBY a été plaqué, si vous voulez, sur toutes ces personnes, et entre autres sur l'organisation Vent de Raison depuis le début. C'est intéressant de voir que ce sont ça a été fait sans beaucoup de discrimination, disons, à la fois par la presse, par les médias, mais sous l'impulsion du politiquement correct. Il était politiquement correct de s'adresser à l'énergie éolienne, ou il est politiquement correct de s'adresser à l'énergie éolienne pour rencontrer l'urgence climatique. Donc, ceux qui ne voient pas les choses exactement de la même manière sont qualifiés de NIMBY. Les questions qui se posent sont en fait de deux grandes natures. Au fond, nous, dans les villages, nous les riverains, nous nous posons d'énormes questions fondamentales au sujet du déploiement de l'éolien. Et personne n'y répond. Et il y a une série de questions qui sont là, et je vais en parler dans ce qui suit. Et il y a une deuxième série de questions, qui sont des questions de nature politique, qui touchent aux notions d'arbitrage entre les avantages et les inconvénients. Je ne ferai que les énumérer en fin de présentation, parce qu'à soi seul, ça suppose un développement plus complet. D'ailleurs, M. Woolman va parler de ça plus en détail que moi. Donc, les grosses questions en ce qui concerne l'électricité éolienne, et j'insiste, onshore, et j'insiste, en Wallonie. Pourquoi en Wallonie spécialement? Parce que vous verrez, il y a quelques données chiffrées qui sont des données chiffrées de la région wallonne. Nous en avons... Elles sont difficiles à obtenir, on en obtient. Du côté de la Flandre, nous sommes moins sûrs de la cohérence des informations dont nous disposons, et donc, mais le problème est exactement le même. Mais les informations chiffrées que vous avez ici sont les informations chiffrées de Wallonie, et dont nous sommes sûrs. Donc, ça permet d'avancer dans la discussion. Donc, la première question que se posent les riverains, c'est: on nous annonce de l'énergie verte, mais est-elle verte? Peut-on nous le prouver, étant donné l'impact que le déploiement de cette énergie a sur notre environnement? Nous voulons au moins avoir l'assurance, entre guillemets, que ça vaut la peine. C'est la première question. L'énergie est-elle verte?
ou si elle n'est pas verte, est-elle grise? La deuxième chose, c'est que le déploiement de l'énergie éolienne, comme vous savez, se fait sur base d'affirmations. On vous affirme toute une série de choses, à commencer par des obligations qui existeraient de développer l'éolien, obligations qui n'existent pas, ce sont des affirmations fausses. En plus de quoi, on annonce des chiffres. Les producteurs vous disent que quand on installe un mégawatt éolien, on produit autant de mégawatts d'électricité, de mégawattheures, pardon, d'électricité, et que ça correspond à la consommation d'autant de ménages. Personne ne vérifie. Personne. Bon, ça fait quand même un peu gênant. La troisième chose, c'est que du point de vue légal maintenant, c'est-à-dire quand un permis est demandé par un opérateur en vue de construire un parc éolien, il s'appuie sur la notion de l'intérêt public qui est confirmée par toutes les déclarations du gouvernement. Il y aurait un intérêt public à le faire. La démonstration de l'existence de l'intérêt public n'a jamais été faite. C'est une déclaration. Et tant qu'une déclaration ne s'appuie pas sur des faits démontrables, elle reste questionnable. Et enfin, dernier point, pas dernier, mais je n'en aborderai bien sûr qu'un nombre très limité, le point de la taxonomie de l'Union européenne. Alors, le mot de taxonomie, non. Alors, il se passe quelque chose de très important pour le moment. C'est que dans le cadre du développement au niveau européen, du Green New Deal, vous savez qu'énormément d'argent est mis sur la table. On est à la hauteur du trillion d'euros. Ce sont des sommes très importantes qui sont évidemment mises à la disposition d'investisseurs. Mais pour que les investisseurs correspondent dans leurs investissements aux objectifs de l'Union européenne, il faut qu'ils démontrent que l'investissement aura un effet connu, mesurable, sur le problème du climat, c'est-à-dire essentiellement, ce dont on a parlé toute la journée, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour que cela puisse se faire d'une manière sûre, la Commission européenne a étudié le contenu d'une quantité considérable de technologies, de projets de toutes sortes, pour lesquels les investissements seraient consentis à condition qu'ils atteignent des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, tout ça dans le cadre du climat. Donc, le mot taxonomie veut dire définition ou liste c'est une shopping list, si vous voulez. Et cette shopping list comprend évidemment des énergies renouvelables, comprend depuis 8 jours l'énergie nucléaire et le gaz, et encore 2 ou 3 autres choses. Donc vous voyez, nous sommes sur un terrain très mouvant, mais en ne prenant dans cette taxonomie que les énergies renouvelables, qui sont dedans depuis le début du processus de réalisation, c'est-à-dire ça a commencé il y a 2 ans, de nouveau, on est dans les affirmations et pas dans les démonstrations. Autrement dit, le cas qui nous occupe, l'énergie éolienne est déclarée 100% verte, renouvelable et ne causant aucun, en anglais on dit do no harm, ne cause aucun dommage. Bien, merci, mais personne ne l'a démontré. Donc vous voyez la position des riverains. On vient vers eux, on leur dit dégagez, on va installer une douzaine d'éoliennes dans votre environnement. Au nom de X, Y, Z, aucun de ces éléments n'est appuyé par une démonstration. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une certaine résistance à ce qui se produit et qu'au minimum,
il y ait un questionnement. Et vous allez voir, vous voyez déjà ici, que chacune de mes phrases est suivie d'un point d'interrogation. S'il y avait des réponses, quelles qu'elles soient, qu'on puisse les analyser, les discuter et les confronter, les points d'exclamation, les points d'interrogation disparaîtraient et la position des gens, de nous, cette position-là évoluerait probablement considérablement. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réponse? Ça fait plus de 10 ans que ces questions sont posées, répétées, et de manière très directe auprès du ministre, auprès des gouvernements, sans déclencher la moindre réaction, j'allais dire élémentaire, de répondre aux questions qui sont posées, d'une manière ou d'une autre, mais de répondre. Alors l'absence de répondre est un signe intéressant, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi dire, et c'est ça qui se passe. C'est vraiment intéressant, c'est qu'on ne sait pas quoi dire, parce que vous allez voir tout de suite que quand on avance un tout petit peu plus dans la réflexion, effectivement, s'il y avait des réponses, ça modifierait les décisions. Pour faire très simple, vous avez vu tout ça ce matin, en fait, les éléments qui font qu'on se pose question sont très simples. Un promoteur arrive, il dit « je vais installer une puissance nominale exprimée en mégawatts, je vais installer 10 éoliennes de 3 mégawatts, 30 mégawatts, merci beaucoup. Je vous garantis un taux de charge, mais on parle simplement, on ne rentre pas dans tous les détails, les subtilités qui sont réelles, mais je vous garantis un taux de charge de 25 ou 30%, personne ne discute, et ce n'est pas le cas. Ce taux de charge moyen en Wallonie, je suis généreux, est de 20%. Quelle est la puissance moyenne exploitable? Et c'est simple, vous faites la multiplication des deux premiers paramètres, vous prenez la puissance qui est installée, vous multipliez par le taux de charge, et vous obtenez des mégawattheures par an, par exemple. Et ces mégawattheures, que fait le promoteur? Il dit, comme je connais, disons qu'il y a 100 mégawattheures de produits, la consommation moyenne d'un ménage est de 1 mégawattheure par an, au total, j'alimente donc 100 divisé par 1, ça fait 100, j'alimente 100 ménages. C'est évidemment une déclaration qui n'a aucun sens technique pour toutes les raisons que vous avez entendues ce matin. C'est qu'entre la production et la consommation, il y a tout le problème du réseau, de la distribution et tout ce que vous avez vu ce matin qui rend pour le moins extrêmement complexe la relation entre la production d'un mégawatt d'une éolienne et la consommation, une certaine consommation d'électricité, que ce soit à Anvers, à Tournai ou ailleurs, puisque, comme il a été dit plusieurs fois, les électrons, eux savent où ils vont, mais nous ne savons pas où ils vont. Quelle est la puissance réellement utilisée, en fait? C'est encore un facteur qui suit, si vous voulez, celui du taux de charge, c'est que la puissance réellement utilisée, c'est celle, et de nouveau l'explication a été donnée ce matin, la puissance réellement utilisée n'est que celle qui est consommée à un moment T. S'il y en a trop, elle n'est pas utilisée, et si on n'a pas assez, on se débrouille pour un autre moyen pour l'équilibrer. Mais si on a trop, elle n'est pas utilisée. Donc, la notion de puissance réellement utilisée est un élément que, de nouveau, en tant que citoyen riverain, je me pose très naturellement. Quand je mets de l'essence dans ma voiture, et c'est la même chose, je me dis, je l'utilise, je sais que j'aurais fait, si je fais le plein, j'aurais fait 500 km. Ici, je ne sais pas. On m'installe une machine et je ne sais pas quelle est la partie ou la fraction de la production d'énergie qui va être réellement utilisée. Et enfin, alors là, on retombe sur des questions de vocabulaire. Je me rapporte maintenant, et je le fais beaucoup dans la suite, au fameux rapport d'Elia. Elia a fait un boulot pour le gouvernement fédéral pour lui donner des idées, pour lui chiffrer, si je puis dire, des scénarios possibles de développement de la transition énergétique, en ce compris évidemment
l'utilisation des énergies renouvelables. Et le rapport Elia utilise un mot que j'ai repris, qui est un mot qu'il utilise en anglais, qui s'appelle, que le mot est adequacy. Et moi je l'ai appelé paramètre A. Paramètre A, adequacy. Parce que, faute de pouvoir extraire du rapport d'Elia je dirais un paramètre qui soit calculable. Donc, le paramètre A, et c'est quoi le paramètre A? C'est la disponibilité exprimée en pourcent de PIN, de la puissance installée, en cas de rareté aléatoire. Alors, je m'excuse, ça fait un petit peu complexe, mais ça fait partie des problèmes qu'on ne comprend pas et pour lesquels il n'y a jamais de réponse. Alors, la rareté aléatoire, c'est quoi? Vous avez vu de très beaux graphiques montrant le côté chaotique, au sens mathématique du terme, le côté chaotique de la production éolienne. Et la rareté aléatoire, c'est en fait la relation qui existe entre un instant T, la demande d'énergie que moi j'ai, parce que j'allume mon téléviseur, et la possibilité pour le système de fournir cette énergie. Et cette rareté aléatoire, vous allez voir, nous en avons parlé, joue un rôle décisif, mais n'est jamais expliqué aux gens chez qui on vient dire, au nom de l'intérêt public, vous devez accepter qu'on construise un parc éolien. Alors, pour compliquer les choses, et ça a été, on en a parlé ce matin, mais de manière très rapide, ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est que comme l'énergie éolienne est intermittente, si on veut qu'elle soit utilisée, ou en tout cas prise en charge par le réseau, le mot c'est injecter, si elle peut être injectée dans le réseau, comme cette énergie est produite d'une manière aléatoire ou chaotique, je ne sais jamais très bien la différence, mais enfin les deux sont bons dans ce cas-ci, je crois. Comme elle est produite de manière aléatoire ou chaotique, la réglementation veut que, quand moi, propriétaire d'une éolienne, je produis de l'énergie, cette énergie peut être injectée dans le réseau, quitte à déplacer la production d'énergie d'une centrale nucléaire ou d'une centrale à gaz. Donc, cette priorité-là, elle a des conséquences. Je vais vous montrer tout de suite 2 ou 3 graphes intéressants, mais je passe tout de suite à la question qui émerge de ça dans l'esprit normal. Je pense que nous sommes tous des normaux, des riverains, c'est quelle est la fraction d'électricité d'origine éolienne qui est, quand elle est produite, qui est effectivement consommée. Parce que de nouveau, si vous voulez que j'accepte ces machines, il faut au moins que j'ai une idée suffisamment précise et suffisamment mesurable de son utilité. Donc cette question, et puis une question en dessous qui est loin d'être négligeable. Pour chaque mégawattheure produit par une éolienne, le producteur a droit à un certificat vert, c'est-à-dire 60 €. Et donc, cette question-ci se transfère immédiatement dans la question suivante, je ne sais pas quelle est la fraction réellement utilisée, consommée, je ne sais pas non plus quelle est la fraction des 60 € qui devrait réellement être payée ou pas. Donc, vous voyez, toutes ces questions sont des questions bêtes et méchantes, pas méchantes, bêtes, simples, des questions de tout le monde, des questions que l'on se pose à soi quand on va acheter des pommes dans un magasin. C'est pas plus malin que ça. Mais c'est justement ce qui fait la force de ces questions et le fait que Venn-Raison existe depuis maintenant 12 ans et que finalement, au fil du temps, il y a maintenant une perception du monde politique que nous ne sommes pas des
des abrutis qui ne veulent pas ceci ou qui ne veulent pas ça. Nous sommes des gens qui posons des questions. Et vous avez sûrement noté l'enchaînement des points d'interrogation. Alors, puisque on a une injection prioritaire dans une production qui est chaotique, et il y a un autre mot qui est fatal d'ailleurs, ce qui est très joli, ça vient du mot fatum, latin, c'est le sort, hein, la production se produit en fonction du sort, qui est le sort, ça dépend du ciel et des dieux, donc voilà, production fatale. Et l'adéquatie, hein, le paramètre A que nous avons vu tout à l'heure, et là la lecture du rapport de Elia, mes chiffres sont un petit peu différents, mais pas grand-chose, c'est que l'adéquatie, c'est-à-dire la possibilité de répondre à une demande aléatoire, cette possibilité pour le onshore est de 4%, et pour le offshore de 8%, mais 4 et 8 ça fait 12, ce qui est probablement proche du... Le solaire c'est 1%. Et le solaire est 1%. Mais ici nous restons dans le... Et nous allons revenir un instant sur ceci. Et enfin, évidemment, en bas de tout ça, reste la question de l'utilité publique, et qui n'est pas démontrée, qui n'est pas affirmée, mais pas démontrée, et des conséquences légales de cette non-démonstration d'une affirmation. Voilà, mais c'est pas très joli comme graphe, mais je vais essayer. C'est des graphes d'Elia, tout le monde peut aller sur Elia, tout le monde, ça c'est. Alors ceci, c'est la courbe de production d'électricité en Wallonie, ça je vous garantis que c'est ça, oui, Wallonie, c'est marqué. Ici, c'est on est 12 février, le 14, le 16, le 18. Alors j'ai fait ce prélèvement graphique, si je peux dire, le 14, et donc voilà la courbe en vert, c'est la courbe de ce qui était prévu, et en jaune, c'est la courbe de ce qui est réalisé. Vous voyez, ceci dit, chapeau Elia, ils ont maintenant des capacités de prédiction qui sont vraiment très très poussées. Bien. Et ici nous sommes le 14, voilà, aujourd'hui nous sommes le 16, donc on devrait être à peu près là, mais vous allez voir, j'ai les données du 16 aussi, parce que j'y étais ce matin. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est un petit zoom sur cette partie ici. Voilà, c'est la même chose, mais plus détaillé. Et ce que j'ai indiqué, ceci c'est la nuit, ça c'est le jour, ça c'est la nuit, ça c'est le jour, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que ça montre que la question que se posent les riverains, de savoir quel est le taux d'utilisation, quel est le taux d'utilisation de la production d'énergie éolienne. Vous voyez ceci, vous êtes, j'aurais pu superposer les belles courbes que vous avez de production tous les jours, mais si on superpose ces courbes, ce sont des courbes sinusoïdales, les courbes de consommation, pardon. Aucun rapport entre les deux. Et on voit qu'il n'y a pratiquement aucun rapport entre les deux. Ils sont décorrélés complètement. Même il ne pourrait pas y avoir de corrélation à cause de la fatalité, chaoticité et tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, mais ce disque est intéressant parce que ici, le delta ici nous sommes la nuit, donc la consommation est basse. Et puis ici, nous sommes le jour, elle remonte. Et vous voyez que à midi, on est là, donc on est dans la journée avec un pic de consommation, et que donc il y a un écart important entre ce dont on a besoin et ce que l'on produit. Inversement, pendant la nuit, on est à peu près au niveau de ce qui est nécessaire. Et la question, c'est comment on gère ces deltas-là. Et cette gestion de ces deltas-là est évidemment directement liée à l'intérêt public des machines en question. Alors voilà, ça c'est ce matin. Voilà. Oui, c'est hier. Ça c'est plus détaillé. Hier, le 15 à 6h du matin, midi, 18h. Et ceci c'est minuit. Vous voyez que c'est plus en détail encore, c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'on se trouve avec des variations ici entre 200
mégawatts de capacité de production et 800 mégawatts. Il y a un facteur 4. Donc l'oscillation, et je ne rajoute rien à tout ce qui a été dit ce matin, mais de nouveau, ça, ce sont des informations qui posent questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Il y a une réponse technique, mais cette réponse n'est jamais donnée. Le facteur A maintenant. Oui, désolé, je l'ai appelé paramètre, là c'est une erreur. Le facteur A. Ceci est nouveau chez Elia. C'est intéressant, c'est le fameux facteur de disponibilité aléatoire. C'est-à-dire, quand j'ai une demande aléatoire de besoin, est-ce que telle ou telle technologie peut répondre à ce besoin? Et vous voyez que ce qu'ils appellent des large-scale thermal, ça c'est des centrales à gaz, en gros. Alors avec, je ne vous passe les détails, mais on est aux alentours de 90%. Ce qui est évidemment considéré décentralisé thermique. C'est tout ce qui est pilotable, mais n'est pas les grandes centrales à gaz. Vous voyez que le facteur de disponibilité oscille entre 60 et 80%. Je passe les deux, sont deux modèles avec du stockage et du storage, on passe de ça. Et ici, nous sommes avec le vent, wind. Et l'image n'est pas suffisamment claire, mais il y a un petit bloc orange foncé qui correspond à 4%, ce que nous disions tout à l'heure. Ça, c'est la disponibilité aléatoire du vent. Et au-dessus, il y a le bloc orange avec la flèche. Ça, c'est 8%. Et c'est la disponibilité de l'éolien offshore. Pardon. Et le photovoltaïque, il est là avec effectivement presque rien. Bien. Ceci n'est jamais montré à personne. Jamais. Quand on fait les fameuses réunions d'information préparatoires, les RIP, auxquelles tous les riverains sont convoqués, etc., on ne leur montre jamais ça, on ne leur dit pas ceci. Si on leur disait, ça serait un minimum d'honnêteté, et à ce moment-là, la discussion aurait lieu sur des faits raisonnables. On ne leur dit pas ça du tout, on leur dit qu'on va produire autant de mégawattheures, ce qui va alimenter autant de foyers, et terminé. Et en plus, on leur dit que c'est une obligation de la part qui vient, comme on dit, de l'Europe, ce qui est faux, et en plus, on leur dit que c'est un bien public, c'est une action bénéfique au public. Ce qui est faux aussi, puisqu'on ne peut pas le démontrer. Donc, voici toujours, on est en résumé, les principaux, les interrogations, la deuxième série d'interrogations est effectivement, que fait la fatalité? D'où vient, qu'est-ce qu'elle cause comme difficulté dans l'acceptation ou l'acceptance, je pense qu'on dit, des citoyens de l'énergie éolienne? Eh bien, les deux, voilà, c'est la corrélation chaotique, c'est-à-dire nulle, corrélation chaotique entre production et consommation. Ce point ce qui revient à dire que le taux de charge instantané est lui-même chaotique, ce qui tombe évidemment sous le sens. Mais ici, il y a un point intéressant, c'est la liaison entre la notion de production et la notion de consommation. De nouveau, ce point qui est essentiel n'est jamais abordé comme il le faudrait. Alors, si on part de la réglementation européenne qui, comme on dit, impose une quantité de production d'énergie renouvelable, la quantité d'énergie renouvelable qui est imposée à chaque État membre est au niveau de la consommation et pas de la production. Ça, c'est déjà un problème. Toutes les directives parlent de consommation, jamais de production. Et le lien entre les deux, de nouveau, pour les citoyens, n'est jamais fait. La deuxième chose, c'est que cette fameuse corrélation aléatoire
crée ce facteur A dont nous avons vu qu'il est tellement petit, puisqu'il est de 4% pour 4% pour l'éolien onshore, ça ne peut que poser des questions supplémentaires, ce que nous avons vu. Et maintenant, quelles sont les conséquences de ça? Alors, sur la gestion des réseaux, on en a parlé abondamment ce matin et elle est majeure. Sur le CRM, un mot quand même, le CRM, c'est la contribution à la réserve, au mécanisme de réserve d'énergie. Cette contribution, c'est la contribution qu'apporteraient les centrales au gaz en cas, par exemple, de suppression des centrales nucléaires. Comme vous savez, ça a fait l'objet de toutes sortes de débats. Et cette CRM, cette contribution-là, est quelque chose qui, en soi, est de nouveau complètement, je dirais, bypassé par le discours politique. Le discours politique dit aux citoyens nous allons arrêter le nucléaire, que vous le vouliez ou pas, on va l'arrêter et on va le remplacer par les centrales au gaz. Pour ça, il faut payer les gens qui vont construire ces centrales. Ces centrales vont fonctionner de manière tout à fait hors normale. Si vous voulez, une centrale technique est supposée fonctionner dans des conditions de stabilité, etc., etc. Ici, et tout ça a été dit ce matin, ça répond au caractère aléatoire de la production éolienne. Et donc, nous les citoyens qui devons accepter les éoliennes chez nous, quelle est la contribution que nous apportons à la future stabilité de l'approvisionnement belge? Pas de réponse. La seule réponse est dans la page 64 d'un document de 182 pages, un petit graphique que je vous ai montré il y a un instant. C'est la seule réponse qui soit donnée. Et je suis prêt à parier que personne, dans le personne politique, personne, ne lit, et deuxièmement, ne sait même ce que ça veut dire. Donc, je ne pense pas que je sois particulièrement méprisant, mais tous les contacts que nous avons avec ces personnes, quelque respectables qu'elles soient, nous fait penser que non, on ne sait pas. Mais c'est ça la réalité des choses. Alors, l'impact climatique maintenant, en fait tout part de là. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du renouvelable? C'est pour le climat. Sauf qu'en Belgique, on a inversé le problème et qu'on a décidé que sortir du nucléaire était plus important que le climat. Ça, on est en Belgique, hein, donc les absurdités sont là de temps en temps. Non, mais c'est plus que ça, c'est pas une absurdité, c'est une espèce de folie comme ça, c'est un truc bizarre, mais en fait c'est comme ça que c'est. Donc, en fait, la priorité politique est la sortie du nucléaire, et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va mettre des éoliennes. En gros, c'est ça. Sauf que l'objectif stratégique donc, est bien de réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, exprimée en CO2 équivalent, par unité d'énergie consommée, pas produite. De nouveau, je reviens là-dessus. Or, ce rapport entre énergie consommée et gaz à effet de serre est quelque chose qui, vous allez le voir, n'est pas dans le discours non plus. Quelle est la mesure, finalement, de ce point tellement important? La mesure, c'est de connaître le rapport entre la production des gaz à effet de serre, dans une zone donnée et dans des conditions bien précises, le rapport entre cette production de CO2 et par mégawattheure d'énergie renouvelable consommée. Il faut prendre toute la définition, sinon on ne sait rien. Et moi, qui vois qu'on veut installer les éoliennes chez moi, je ne sais pas dans quelle mesure je contribue à cet objectif climatique hautement important. Alors, ce facteur-là qui est en rouge, en mathématiques, c'est une intensité. Pourquoi? Parce que le paramètre du dessus, ou du dessous, les deux paramètres jouent pour indiquer
comment le couple CO2 et mégawattheure consommé fonctionne. Mais cette intensité, que j'appelle ici, faute de mieux, le facteur I pour intensité, c'est brillant comme idée, le facteur I, c'est la clé de toute politique de déploiement des énergies renouvelables. C'est la clé de toute politique de déploiement des énergies renouvelables. Il n'y en a pas de plus importante, puisque on veut agir sur le climat. Toutefois, ce facteur I, il est inconnu des décideurs politiques et du public. Il est inconnu. Je vous mets au défi de trouver cette information. Il est inconnu. Il n'est pas publié par Elia et il n'est pas non plus, bien entendu, publié par les promoteurs éoliens. Alors ça, de nouveau, le citoyen riverain, il n'est pas aidé. Toutefois, on peut se débrouiller pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Et donc le paramètre I peut toutefois être obtenu simplement, à partir de 2 mesures dont les résultats sont publiés annuellement en région wallonne. Alors c'est intéressant, la région wallonne, elle n'a pas toutes les qualités, mais l'administration de la région n'a pas toutes les qualités, mais elle en a beaucoup. Entre autres, en général, l'administration fournit des informations, des données, des cartographies, de tout ce que vous voulez, de très grande qualité. Et donc, bien que les politiciens, apparemment, les responsables politiques ne semblent pas s'intéresser beaucoup aux résultats fournis par leur administration, si nous, les riverains, on va chercher, on trouve. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y a une publication par la Commission wallonne de l'énergie, l'AQUAP. On trouve sur son site les quantités d'énergie électrique consommées annuellement. Bon, c'est un chiffre assez bête, mais il est là. Il est là. Et, plus important encore, les émissions de gaz à effet de serre du secteur de production d'électricité sont également disponibles sur le site de l'Agence wallonne Air Climat. Et maintenant, je vais appeler le premier le QEC et le deuxième EGP. Tout ça, c'est un peu brutal, mais c'est facile. Le QEC, c'est quantité d'énergie consommée, et EGP, c'est qu'est-ce que c'est? Émission de gaz à effet de serre, un truc de genre. Et ce qui nous intéresse, c'est que le rapport entre ces deux noms nous donne le facteur I, tout au moins d'une manière approchée avec une assez bonne qualité. Et qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je suis désolé, l'image n'est pas fantastique, et je ne sais pas faire des beaux graphes comme beaucoup d'entre vous en font. Il faudrait que j'aille à l'école absolument. Mais qu'est-ce que ça montre, ceci? Ce graphique-ci, ici c'est l'échelle du temps en bas, de 2010, 2011, 2015, etc., jusqu'à 2020. Ici à gauche, c'est le facteur I, tel que calculé à partir des 2 informations publiques que je viens de vous donner, c'est-à-dire le rapport entre la production de CO2 et la consommation d'électricité. Et l'échelle de droite vous donne la production éolienne en Wallonie. Production éolienne en Wallonie. Et ça, c'est la courbe rouge. Donc, la courbe rouge, non, pardon, c'est la courbe rouge, c'est bien le facteur I. Et la courbe bleue, c'est la production éolienne. Et qu'est-ce qu'on voit, qui est quand même assez soufflant, c'est que, et je n'ai pas d'explication, nous n'en avons pas. Pourquoi? Comment se fait-il que le facteur I, c'est-à-dire la quantité de CO2 émis par kilowattheure consommé en Wallonie depuis 2002 ne fait que croître? Et le chiffre de 2020, les derniers qui sont disponibles, comme vous voyez, ne donnent aucun doute sur cette croissance. Et après, on est évidemment tenté de mettre en parallèle la courbe de production d'électricité éolienne. Et manque de chance, ces 2 trucs ont l'air d'être fortement corrélés. Oui, je passe aux conclusions. Les conclusions, c'est qu'on ne sait pas. Voilà. Non, mais sérieusement, tout ça fait bien penser
que les questions posées par les riverains citoyens sont fondées. Et il y a une dernière phrase. Oui, alors rapidement, il y a bien sûr toute une série d'autres questions pour les riverains, des questions qui touchent au problème de l'habitat humain, de la faune, des paysages et forêts, la réglementation, comment est faite la réglementation par la région wallonne, toutes ces questions-là, les droits des citoyens avec la Convention d'Aarhus, et finalement la fiscalité des finances communales qui ont été de manière habile, politiquement, mêlées à toute cette affaire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci. Voilà.